Bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir sur ce webinaire que je vais co-animer avec Selim, donc sur le thème de la Love Brand. Donc on va vous expliquer les règles, non, voilà, je vais déjà vous expliquer les règles de vie, après on se présentera avec Selim et on présentera nos activités. Mais donc les règles de vie du webinaire, c'est utiliser la partie chat pour vous dire bonjour, communiquer, échanger. Donc, il y a déjà des gens qui ont dit bonjour, Ramata, Sandrine, Aziza, je vous souhaite le bonjour. On va prendre les questions au fil de l'eau avec Céline. Donc, on ne va pas faire des instants questions, mais on va prendre les questions au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Et avec Céline, on s'était dit que pour rigoler, on voulait faire un petit sondage rapide dans le chat. Qui est au bureau aujourd'hui? Parce qu'avec Céline, le pauvre Céline, il est tout seul dans son bureau. Ils sont deux, je crois, non, il est tout seul. Ils sont deux. Donc, qui est au bureau aujourd'hui ou tout le monde est en télétravail avec ce jour de grève? Tu vois, tout le monde est tout le monde est en télétravail. Et ils sont tous oui, exactement. Aziza est en grève, Julien est en TT, Céline. Ah, on a Céline qui est au bureau, Clémence qui est au bureau quand même, tu vois. Ça permet à tout le monde. On a quelques résistants du bureau. Allez, bon, on va démarrer la présentation. En plus, ça a permis de donner une petite minute aux gens pour se connecter. Donc, je vais partager le support. Céline, tu me confirmeras qu'il arrive bien sur l'écran. Il arrive Allez. bien sur l'écran. Par contre, il ne s'est pas mis au début. Voilà. Céline, tu n'as pas pris la parole, mais je vais te laisser te présenter et de nous présenter Golden Bees en quelques mots. Exactement ça. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Selim, je suis directeur de l'offre conseil et stratégie au sein de Golden Bees. Golden Bees, en quelques mots, c'est une solution qui permet aujourd'hui d'aider les entreprises à trouver leurs candidats sur l'ensemble du web. Initialement, notre ADN est axé média et depuis 2 ans aujourd'hui, on accompagne nos clients sur l'amont et l'aval de leur stratégie média, à savoir tout ce qui est audit, étude sur cible et bien évidemment mesure. Christophe, je te laisse prendre la main. Allez, du coup, moi, je suis Christophe Aubry-Lecomte. Je vous redis un rebonjour. Je suis très content d'être avec vous. Et moi, je suis CEO et cofondateur de la société QuickMS, qui est un éditeur de logiciels qui travaille dans les RH. Notre mission chez QuickMS, c'est d'améliorer le dialogue dans vos entreprises. Pour cela, on a 2 outils. Un outil qui s'appelle Graphique, qui fait du reporting RH et qui fait aussi tout ce qui est obligation légale en matière de reporting avec la BDESE, le bilan social, le bilan social individualisé, etc. Donc ça, c'est notre outil majeur. Et après, on a un deuxième outil qui vient améliorer le dialogue entre les collaborateurs, le manager et les RH avec la gestion des entretiens, la gestion des compétences, l'évaluation des performances. Voilà, et je suis désolé, tu vois, j'ai pas éteint mon mobile. Désolé pour ce petit élément. Et voilà. Mais avec WikiMS, on aime beaucoup parler de sujets qui sortent un petit peu juste de notre cœur de métier, qui tournent autour du dialogue, améliorer le dialogue dans les entreprises. C'est pour ça qu'on a proposé à Célim et aux équipes de Golden Bees de venir faire un webinaire avec nous sur les 5 secrets pour faire de l'entreprise un love employeur. Alors, c'est un vaste sujet, on s'est lancé avec Célim. J'espère qu'on va répondre à quelques points d'interrogation que vous vous posez. En tout cas, on attend de vous beaucoup d'interactions. On est prêt, Célim, on y va? On y va, let's go. Allez, c'est parti. Alors, c'est moi qui ouvre. On a 5 thèmes. Je vais faire 2 thèmes et Céline va en faire 2. Et on conclura ensemble. Et je voulais vous ouvrir sur cette citation qui est d'un Anthony Rapp, qui n'est pas forcément très connu, qui est un acteur, mais que je trouve très bien. Donc, vous êtes et resterez à jamais unique. Aussi, soyez vous-même. Alors, on parle d'individus là, mais en fait, votre entreprise, vos organisations, parce que vous n'êtes pas forcément une entreprise, sont composées d'individus uniques, et donc elles sont uniques. Et je viens vous alerter sur ça, c'est que je vois souvent des entreprises qui essayent de faire du copycat de la marque employeur, de la marque engageante, d'autres entreprises qui le font très bien. Il ne faut pas faire du copier-coller à proprement purement parler, parce qu'il faut être capable d'assumer, Céline vous en parlera. Par contre, vous pouvez bien sûr vous inspirer de leur méthode de communication, mais il faut que ça vous parliez de vous. C'est quand même ce qui importe le plus, c'est de parler de vous. On passe sur le slide suivant.
Et donc, il faut que vous trouviez un terme qui nous vient de Selim, c'est Selim qui me l'a sorti, là où les singularités de vos organisations et de vos entreprises. Selim, tu peux nous définir ce que c'est qu'une singularité? Exactement. La singularité, c'est ce qui va vous différencier sur votre marché, que ce soit en termes de discours, que ce soit en termes de valeur. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous différencier de vos concurrents, vos confrères ou d'une autre marque. C'est ce qui vous rend tout simplement unique, à mon sens. Ça, c'était la petite définition du Larousse by Selim. Donc, je vous propose d'essayer de répondre à cette question dans le chat. Comment faites-vous pour chercher ce qui fait votre singularité? Donc, si dans le chat, vous pouvez me donner des pistes, et après, moi, je vous proposerai quelques axes. Mais dans le chat, là, s'il y en a un ou deux, quelques personnes qui peuvent me dire, bah, tiens, on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ci, comment on fait pour trouver la singularité de notre entreprise? Oula, je pense que la question. Vous avez 4 heures, on est en bac de philo. Ah, j'avais vu quelqu'un. Ah, Julien, il se motive. Est-ce qu'il va nous sortir une petite idée? Tu vois, bah, apparemment, ils sont quand même pas tous la réponse. Hein. Exactement. Ah, je vois Amina Jody qui commence à taper qu'on des pistes. Aziza a une piste aussi. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce qui arrive dans le chat. Demandez à ses collaborateurs le type de management d'Aziza. Écoutez nos collaborateurs sur les valeurs. Vécu, c'est notre différence comme un positionnement de niche. Alors, vous allez effectivement, pour moi, il est essentiel de venir poser des questions aux collaborateurs par des questionnaires. Donc, les collaborateurs, c'est quand même l'essence même de votre entreprise. Sans elle n'a peu ou peu d'intérêt. Mais il n'y a pas que les collaborateurs qu'on peut interroger. On peut venir interroger vos actionnaires et surtout, ça dépend du type d'actionnaire que vous avez. Si vous êtes coté en bourse et que vous avez des milliers d'actionnaires, peut-être peu d'impact. Si vous êtes sur une boîte, par exemple, familiale, ben là, c'est intéressant d'aller questionner les actionnaires quand c'est une entreprise familiale. Ou si vous avez un personnage comme Elon Musk à la tête de votre entreprise, là aussi, c'est intéressant d'aller le questionner. Après, on oublie quand on va chercher la singularité, les clients, les avis clients. En fait, les avis clients peuvent montrer et remonter des valeurs de votre entreprise que vous ne soupçonnez pas. Donc, allez interroger vos clients et potentiellement, vous pouvez même aller pousser jusqu'aux fournisseurs. Et je vois que Betty est plutôt alignée là, parce qu'elle dit questionnaire collaborateur, plus vision externe des candidats, des marques. Exactement. Et avant de. On a un petit sondage avec Céline, c'est que, en fait, plutôt que de vous pousser des exemples de questions qu'on pourrait poser à des collaborateurs, on va déclencher un sondage et on vous a proposé 5 questions et on voudrait que vous nous donniez celles que vous préférez. Comme ça, on fait un peu de l'intelligence collective ensemble. Donc, je vais publier un sondage en live là. Donc, normalement, le sondage apparaît, il est arrivé sur votre écran et on vous a mis 5 exemples de questions à poser à vos collaborateurs pour essayer de retrouver cette singularité, le fait comment votre marque est engageante. Quel a été votre meilleur moment chez X? Qu'est-ce que vous adorez chez X? Quels éléments vous ferez rester malgré une offre extérieure de plus de 20%? S'il existe une chose, process, objet que vous pourriez prendre avec vous dans votre future entreprise, qu'est-ce que ça serait? Et pourquoi vous levez la main? Tu répondrais quoi, toi, Céline? Alors moi, j'ai déjà répondu. Je me suis fait plaisir. J'ai parlé effectivement de qu'est-ce qui ferait en sorte de rester en fait dans l'entreprise malgré une offre de 20% supérieure. Eh ben, tu vois, tu as répondu comme la majorité d'entre nous, parce que là, on est encore en train, on est 40 maintenant connectés. Donc, on va aller j'aimerais bien qu'on tombe sur les 30 réponses. Je sais que des fois, il y a des gens qui écoutent tout en travaillant, mais voilà, si on peut monter aux 30 réponses, ça serait top pour vraiment avoir la tendance. Quand on arrive à 29. Là, on est à 29. Peut-être on va laisser durer le système. À nos derniers, on vous affiche la progression. 31. Allez, je vous les livre. Donc là, winner, la question winner, c'est celle que Céline propose. Vous êtes 61% à avoir répondu. Quels éléments vous ferez rester malgré une offre extérieure de plus de 20%? Moi, j'adore celle-là aussi. Et la deuxième qui arrive beaucoup plus loin avec 18%, s'il existe une chose, process, objet que vous pourriez prendre avec vous dans votre future entreprise, qu'est-ce que ça serait? Voilà. Et après, les autres ont quelques petits votes. En tout cas, je vous remercie. C'est intéressant. Et c'est aussi l'occasion de vous pousser. Attendez, il faut que j'arrive à. Ah, je suis bloqué. Non. Non, mais quel est votre meilleur moment? Tchac, boum. Voilà. C'est une occasion de vous pousser des exemples de questions. Si vous en avez d'autres dans le chat, on est preneur avec Salim. N'hésitez pas.
Je vais finir un petit peu cette première partie de définir ce qui fait de soi une marque engageante pour parler un petit peu de la communication. Parce que c'est bien de le définir, c'est bien de le savoir en interne, mais il va falloir en parler quand même, parce qu'on ne devient pas une love brand en restant secret sur tout ce qui est bien. Et en fait, ça va être bête, j'ai pas une erreur dans mon slide, mais votre site internet, c'est l'endroit où il faut aller parler de votre love brand, où il faut aller parler des choses qui vous font la différence, qui font vos singularités, qui font que les gens restent chez vous. Souvent, les RH n'ont pas l'accès au site internet parce que c'est une propriété du marketing, une propriété du commerce. Mais non, allez vous battre, allez chercher ces accès sur internet, essayez de créer une page qui sommes-nous, mode de fonctionnement, nos collaborateurs, nos valeurs, tout ça. Voilà. Et nous, par exemple, chez QuickMS, on a une partie qui sommes-nous. Dedans, on a une rubrique sur nos modes de fonctionnement et on décrit au monde extérieur comment nous, on travaille, en fait, et comment on est fiers de pouvoir travailler avec le full remote, de gérer avec les OKR. On va écrire demain une partie sur la transparence des salaires. On va écrire au fil de l'eau là, sur nos fonctionnements. Ça, je l'ai lancé il y a 2-3 mois et on va continuer à le faire grandir. Vous pouvez aussi en parler de vos axes de singularité, de votre love brand dans vos locaux, dans vos canaux internes, parce qu'il faut aussi le communiquer à vos employés. C'est assez important. Les réseaux sociaux, je vois qu'il y a des gens qui ont poussé d'autres pistes. Les réseaux sociaux, on va en parler. Également les avis par les anciens collaborateurs sur des sites comme Glassdoor. Voilà, Céline confirme. Allez, Céline, je te donne la parole. Exactement, je te remercie. Alors effectivement, moi je suis assez adepte de cette mantra. Aujourd'hui, pour ma part, on ne vend plus forcément des carrières, on vend des expériences. Ça a commencé avec l'aspect client. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la singularité, en tout cas, d'une marque vis-à-vis de ses clients? C'est l'expérience qu'elle va proposer à ses clients. Donc, comment elle va pouvoir se différencier sur le marché? Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre aujourd'hui de créer un lien avec le consommateur, de l'engager et surtout de le fidéliser derrière. Alors du coup, moi je me suis dit que bon, on a pour habitude d'arriver avec une dizaine d'années de retard au niveau RH par rapport aux techniques du marketing, mais je pense et je suis intimement persuadé qu'il faut justement créer des expériences au niveau RH. Créer des expériences, ça passe avant tout par la phase candidat. Alors comment je vais pouvoir aller toucher justement mon candidat pour faire en sorte qu'il s'intéresse à ma marque? Qu'est-ce qui va faire ma singularité justement par rapport à ça? On n'est plus juste sur un simple push d'offre d'emploi. L'idée, c'est de pouvoir le séduire, l'attirer et justement être en face sur toute la chaîne qui amène le candidat à candidater et à finaliser justement sa candidature. Et bien évidemment, derrière, ça se poursuit aussi lors du process au travers de l'aspect humain, des différents échanges qu'il a avec les différents interlocuteurs qui rentrent en compte. On a également l'aspect collaborateur. L'aspect collaborateur, ça passe également par créer une expérience, à mon sens, qui soit axée sur la formation, le bien vivre au travail, par exemple, les missions, l'engagement en fait que l'entreprise va pouvoir proposer à son collaborateur en termes, par exemple, de RSE. Alors, on en parle beaucoup, effectivement, et ça prend de plus en plus de place aujourd'hui dans notre quotidien, et les collaborateurs, en tout cas, le demandent davantage. Et derrière, il y a aussi, moi, un rêve que j'ai demain, c'est qu'une entreprise puisse accompagner justement de manière expérientielle son collaborateur dans son changement de carrière. C'est-à-dire que, par exemple, demain, un développeur pourrait aller dans un pôle marketing, un sales pourrait aller dans un pôle data s'il le souhaite, et je suis intimement persuadé que c'est le rôle de l'entreprise pour pouvoir fidéliser, engager ses collaborateurs et faire en sorte que ce soit un love employeur de A à Z. C'est le rôle de l'employeur de pouvoir proposer ce type d'expérience. Justement, pour se baser, Christophe, comme on a échangé, sur la partie soft skills davantage, et peut-être un peu moins sur la partie hard skills qui s'apprend au quotidien au final. Tout à fait. En fait, si quelqu'un veut changer de métier et que vous lui proposez pas ses voies, vous allez le perdre. Alors qu'il a peut-être des soft skills qui sont top, il connaît bien l'entreprise, il connaît bien les valeurs. Et donc, il va pouvoir acquérir ses hard skills plus facilement et être plus performant. De toute façon, on est dans ce que tu dis sur l'expérience, on est sur des carrières qui vont être des périodes de vie d'une carrière qui vont être beaucoup plus fractionnées avec des expériences plus courtes, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On ne va pas rester
10 ans ou 15 ans dans la même boîte, ça va être un petit peu fini, ça, c'est même en train de se finir. Et il faut être OK avec ça, c'est normal, mais comment on fait pour laisser un meilleur souvenir et potentiellement avoir des effets boomerang, plein de choses. Exactement, et l'effet boomerang, justement, c'est le dernier point, c'est justement le réseau d'alumni. Alors, c'est un réseau, en fait, qui a beaucoup été utilisé en université, en école, même au collège ou au lycée. Et là, effectivement, on assiste quand même à un mouvement au niveau RH, c'est ce fameux ce réseau, effectivement, alumni, qui va nous permettre de créer aussi une valeur en termes de collaborateurs et collaborateurs qui sont passés par notre entreprise, puisque ça va être eux les premiers relais. Alors, je reprends le point d'Aziza, effectivement, sur le fait que demain, potentiellement, les anciens collaborateurs vont prendre la parole, ils vont prendre la parole sur des Glassdoor, sur des Indeed, etc., auprès de leurs proches, et on doit justement leur permettre d'avoir une expérience assez positive avec la marque pour qu'ils puissent derrière faire valoir justement ces valeurs. Et ça donne lieu, effectivement, à tout ce qui est salarié boomerang, comme vous l'entendez souvent. Alors, effectivement, il y a une autre réalité, c'est pouvoir justement incarner qui je suis. Si on regarde un petit peu un sondage qu'on a pu réaliser, nous, de notre côté, Golden Bees, il y a quelques temps, on s'aperçoit effectivement que les candidats se disent de plus en plus influencés par la marque employeur de l'entreprise. Et l'autre point qui est à prendre en compte aussi, c'est que les messages employeurs doivent être incarnés par les collaborateurs. Effectivement, on est en recherche d'authenticité, de crédibilité, et surtout, on assiste à une volonté d'avoir un discours de preuve. Et qui de mieux aujourd'hui que les collaborateurs pour pouvoir justement faire valoir cette love attitude justement auprès de leur propre réseau. D'où l'importance aujourd'hui de pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la démocratisation de la love employeur ou de la love brand au sens large. Je vais vous donner un exemple moi, qui m'a frappé, un exemple avec un client avec qui on travaille. On a réalisé un audit chez eux pour essayer de comprendre justement les valeurs et les promesses que l'employeur proposait. On s'est aperçu qu'il y avait une certaine unité au travers des valeurs qui étaient transmises, au travers des promesses aussi qui étaient évoquées. Et on a senti effectivement des collaborateurs qui étaient ravis aujourd'hui de travailler pour cette entreprise. La seule problématique, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on a une cassure dans la chaîne de communication. Aucun de ces discours positifs n'était perçu à l'externe, que ce soit sur les plateformes de notation, que ce soit en termes de communication, ou que ce soit en termes de prise de parole, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe, sur le site Internet. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que si on a un maillon de la chaîne qui est cassé, forcément, ça va avoir un impact sur la communication et ce fameux love qu'on veut transmettre justement à l'externe et aux futurs collaborateurs qui vont nous rejoindre. Et ce qui m'amène justement à un point très important, c'est qui pour impulser justement cette love employeur. À notre sens, il y a 4 verticales. La première, c'est le COMEX ou le CODIR qui, lui, va impulser la communication. On parle de leader advocacy et c'est une réalité et une prépondérante. Ils sont des exemples pour l'ensemble des collaborateurs qui constituent l'entreprise. Ensuite, on a la DRH au sens large qui, eux, vont mettre en place, déployer, suivre aussi ces indicateurs d'engagement qu'on exposera par la suite. Et on a les collaborateurs qui, eux, comme je le disais précédemment, incarnent réellement le discours de l'entreprise, la réalité de l'entreprise, les missions, les promesses et les valeurs. Et enfin, un point tout particulier qui tient à cœur à Christophe, et je me suis rallié aussi justement à cette cause, c'est la partie manager. Et Christophe, je vais peut-être te laisser évoquer le sujet, très important. Il faut savoir que quand on a préparé avec Célim, on a débattu sur ce sujet. Je dis, mais il faut mettre les managers, c'est des leviers. Alors pourquoi je veux mettre les managers embarquer ces collaborateurs ? Déjà, il faut le savoir, c'est qu'il y a presque 75% des départs sont dus à des problèmes de management. Donc, il faut venir amener les managers. Et vos managers sont des leviers à faire du love employeur. C'est déjà c'est le première image que le collaborateur a de l'entreprise, c'est son manager. C'est la principale source de communication.
Donc, si vous donnez ces éléments-là et que le manager est capable de faire le relais, ben, ils vont aider à que les collaborateurs l'incarnent. Le manager lui-même peut aussi l'incarner avec son rôle et sa posture de manager. Mais voilà, c'est vraiment votre lien et c'est pour moi, c'est votre arme atomique pour venir pousser votre love brand. Exactement, je ne pouvais pas dire mieux. Ah, voilà, pardon. Je te laisse reprendre la main, Christophe. Ah, alors petite question, ça fait 20 minutes qu'on papote avec Céline, je vais vous poser une petite colle. Doit-on adapter les collaborateurs à l'entreprise ou l'entreprise aux collaborateurs? Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On adapte qui à qui? On regarde, je sens que j'ai vu que ça commence à taper, ça tape. L'entreprise aux collaborateurs, un peu les deux, dans les deux sens, les deux. L'entreprise aux collaborateurs. Je regarde un petit peu, j'attends un peu pour laisser tout le monde s'exprimer. Je dirais 50-50, un peu les deux. Ça va vite, tout le monde est bien réactif, tu les as bien réveillés. Hein. Alors, on peut pas, je pense qu'il n'est pas possible d'adapter les collaborateurs à l'entreprise, il n'est pas possible d'adapter l'entreprise aux collaborateurs. C'est un peu des deux, c'est faire les deux et faire construire ensemble. Vous n'allez pas dire aujourd'hui je change tous mes modes pour créer ma love brand et je vire tout le monde pour que je rembauche tout le monde. Ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas non plus embaucher des collaborateurs qui ne sont pas adaptés à votre entreprise actuelle. Donc il faut arriver à faire bouger tout et c'est très long des fois. Donc pour cela, en fait, on va prendre un petit peu le problème à l'envers. Avant d'être une love brand, vous avez peut-être des gros problèmes de friction dans votre entreprise. Et pour moi, il y a 4 éléments clés, 4 piliers de friction que vous pouvez trouver dans votre entreprise. On a 1, la politique salariale. 2, le processus de décision. 3, les processus administratifs. Et 4, les outils. Si je vous donne un petit peu de détails. Politique salariale, en gros, si vous avez une politique salariale qui n'est pas équitable, où les gens savent qu'ils ne comprennent pas comment les gens sont payés, que c'est du salaire à la tête, que parce qu'on est copain du manager, on est mieux payé, que parce que qu'on fait de la lèche ou qu'on fait de la politique. Voilà, déjà, ça crée une atmosphère compliquée. Si, en plus, entre guillemets, les salaires ne sont pas au niveau du marché, les gens ont l'impression d'être sous-payés, que les gens ne sont pas alignés avec leur salaire et les valeurs qu'ils apportent, ça va être compliqué parce que je suis désolé, hein, mais quand même la base de la pyramide de Maslow, c'est quand même le salaire. Après, les processus de décision, quand vous avez une structure qui est extrêmement hiérarchique à la militaire, et que, en fait, vos collaborateurs qui doivent incarner votre entreprise n'ont aucun impact sur votre entreprise à part être de simples exécutants, c'est compliqué d'être engagé dans une société où on ne peut pas bouger les choses, où on n'a pas le pouvoir de décision. Alors, je ne vous dis pas de passer sur une entreprise libérée à passer que tout le monde peut prendre n'importe quelle décision, mais en tout cas, il faut essayer de ramener un pouvoir de décision, une liberté d'organisation et de mode de mise en place. Voilà, quelqu'un veut faire les choses un petit peu autrement et il veut un peu sortir du process, mais il faut les laisser sortir du process. Voilà, après, le process est mis en place parce qu'à un moment donné, il y a eu des failles. Moi, je suis plutôt quelqu'un contre les process. Et je pense que des fois, on ne réfléchit même plus. On a le process est écrit, on ne réfléchit plus. Mais ça peut être débile. Il est écrit, c'est la loi, quoi. C'est marqué sur la tablette. Voilà. Les process administratifs. Alors ça peut polluer une entreprise. Quand ça devient extrêmement compliqué de pouvoir se faire rembourser une note de frais, de pouvoir poser un télétravail, etc. C'est pareil, il faut simplifier la vie. Les gens, ils aiment bien être dans un truc simple. C'est du design thinking de vos RH. C'est venir faire en sorte que les gens, c'est facile, quoi. Tout est facile. Moi, je me rappelle d'une histoire dans ma boîte où il y a un collaborateur qui me dit, mais en fait, c'est tellement compliqué d'arriver à se faire rembourser les indemnités de carte Navigo, de transport, qu'elle a préféré arrêter. Parce que, voilà, moi, ça m'a rendu fou quand j'ai appris ça, parce que je ne peux pas tout voir en étant CEO, et du coup, j'ai fait en sorte que ça soit beaucoup plus simple. Et dernière chose, les outils mis à disposition des collaborateurs. Un forgeron qui n'a pas des bons outils ne peut pas être bon. Et en plus, il va être malheureux. Un autre exemple que j'aime bien, c'est que si vous avez une boîte de design, vous ne pouvez pas donner des Microsoft, des PC à vos collaborateurs. Alors, je suis un fan de Microsoft. Chez nous, on est tous en Microsoft. C'est pas le sujet, en fait. Mais quand vous avez des designers, ils adorent Apple. Il leur faut Apple parce que c'est le truc de fou pour faire du design. Il faut donner des bons outils. Voilà.
essayez aussi, des fois, vous êtes certainement présent, vous avez eu à un moment donné des PC qui ramaient, vous galérez, vous galérez. Mais ça fait aussi, c'est des points de friction, c'est chiant. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous avez enlevé des points de friction et que vous avez des modes de fonctionnement qui sont adaptés à vos collaborateurs, c'est que les collaborateurs vont commencer à en parler à l'extérieur. Ils vont commencer à poster sur les réseaux. Là, je vous ai mis des exemples de posts qu'on a, que nous, on a fait. Christine qui a pris la parole chez nous, Nicolas, Hugo. D'ailleurs, je pense qu'on aurait pu enlever les noms, je pense maintenant. Mais enfin bon, c'est des posts publics. Voilà, transparence, t'inquiète pas. Voilà, on est qu'entre amis, on est entre nous. Mais voilà, donc les posts après, vous voyez, feedback, le meilleur manager, etc. Ça vient aussi montrer que les collaborateurs sont intégrés et vivent une love brand. Donc sachez que tout LinkedIn a une fonctionnalité et vous pouvez regarder quand vous êtes sur votre page d'entreprise tous les posts de vos collaborateurs pour regarder ce qu'il y a et vous allez peut-être trouver une mine d'or de singularité dedans. Et après, il faut arriver à mettre des modes de fonctionnement un peu plus cool dans l'ère du temps aussi, parce qu'on attend de ça de notre employeur qui bouge, qui évolue. Le Covid nous a bien aidé à venir démocratiser le télétravail. Alors, on voit des entreprises qui sont en train de faire des machines arrière. Et voilà. Nous, je vous ai mis des modes de fonctionnement qu'on a mis en place chez nous, qui sont cool, qui font que QuickMS, c'est peut-être une love brand. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on en est une, enfin peut-être, conditionnelle. Mais par exemple, on a mis en place un team building trimestriel. Pendant 2 jours, on reçoit toutes les équipes, tout le monde est présent. Donc pour ceux qui sont en full remote, ils viennent. Pour ceux qui sont à Marseille, ils sont déjà. On a mis en place une culture feedback. Alors, plus que du full remote, on est plutôt en du libre office. On a des bureaux, les gens viennent quand ils veulent au bureau. Liberté d'organisation, les gens ils peuvent travailler quand ils veulent, d'où ils veulent, aux horaires qu'ils veulent. Ils doivent juste, moi la seule contrainte, c'est mettez à jour vos agendas, qu'on sait que vous êtes en train de faire du vélo l'après-midi, j'ai aucun problème. Moi souvent, demain je crois que je vais faire 3 heures de vélo entre midi et 15 heures. Pas de sujet. Et politique de salarial qu'on a mis, nous on est monté jusqu'à... en fait, nous on a une totale transparence sur tout chez nous, et on est même monté jusqu'à la rémunération publique, répartition de l'enveloppe d'augmentation d'intelligence collective. Voilà, des choses comme ça qui peuvent vous inspirer. Mais du coup, Christophe, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que l'ensemble de ces... Attends, excuse-moi. Vous êtes 2, mais tu as quelqu'un qui vient de voir. Exactement. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ces indicateurs-là sont réplicables à d'autres entreprises ou c'est ce qui marque en fait en quelque sorte la singularité? Alors, moi je les ai déjà copiés d'ailleurs. Hein. Je ne l'ai pas inventé. C'est pas moi qui ai inventé le team building trimestriel, le culture du feedback, le food remote. Ce qui est important, c'est de s'inspirer et de voir ce qui fonctionnerait chez vous. Parce qu'on a tous des cultures et une histoire différente. Il est compliqué dans certaines boîtes, par exemple, de venir mettre une transparence des salaires ou de la liberté d'organisation. Comment vous pouvez mettre de la liberté d'organisation si vous avez une fonction avec des caissières enfin, j'adore les caissières, etc. Donc, ça va dépendre de vos métiers. Par contre, vous en inspirez, regardez, testez, adaptez surtout, adaptez à vos modes de fonctionnement, à vos façons de faire, à votre culture. Je pense que c'est ça la solution. Mais essayez de bouger vite, quoi. Il faut bouger vite. Et les collaborateurs aiment bien que ça bouge et que les choses qui changent parce que, comme tu le disais, ils veulent vivre des expériences. Donc, si ça fait 10 ans qu'ils sont dans le même poste, à faire le même boulot et qu'il n'y a rien qu'à changer, voilà. C'est vrai. Et pour répondre effectivement à Stéphanie, effectivement, ça dépend des cultures, des tailles d'entreprise, mais c'est pour ça que c'est assez important, si on repart aux fondamentaux, de comprendre en fait qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que ça passe au travers effectivement d'un audit potentiellement, hein, mais de savoir qui on est en interrogeant, comme Christophe le disait en préambule, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos clients, que ce soit vos partenaires, vos candidats, etc. C'est ce qui va faire en sorte demain de pouvoir en fait vous démarquer et d'apporter en fait cette fameuse singularité à votre entreprise. Effectivement, ça dépend des tailles et des cultures d'entreprise, mais tout ceci est possible et clairement réalisable, même en fonction d'une entreprise qui compte des milliers de collaborateurs. En tout cas, je vais profiter pour faire un clin d'œil à Stéphanie, parce que c'est une cliente. Je suis ravi qu'elle soit là avec nous. Et en plus, je crois que Stéphanie, vous avez une super marque. Et donc,
Ça doit être cool de se travailler les singularités d'une marque comme ça. Alors, on va conclure ensemble, Célim, sur sa dernière partie. Donc, comment mesurer la satisfaction de nos collaborateurs? Donc, une fois qu'on a mis plein de choses en place, comment on est sûr qu'on est devenu une love brand, en tout cas qu'on a au moins des collaborateurs qui sont engagés, qui ont envie d'en parler. Alors, d'abord, 2 indicateurs un peu statistiques que je vous propose, c'est l'Employee Net Promoter Score ou le WOO Score. Alors, c'est à peu près le même système sur les deux. L'Employee Net Promoter Score, vous avez peut-être un petit peu plus l'habitude d'en avoir entendu parler, parce que c'est quelque chose qui vient du marketing, où on demande aux personnes est-ce qu'ils recommanderaient le produit d'une note entre 1 et 10. Je crois que moins de 6, c'est moins 1 point. Entre 9 et 10, c'est 1 point. Et 7, 8 et 6, je crois que c'est 0 point. Et après, ça fait un pourcentage. Ça vous donne 1%. Vous pouvez aller de plus 100% à moins de 100%. Le WHO score, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'on a 3 réponses possibles. On a waouh, c'était fantastique, waouh, c'était OK, ou non, c'était pas bien. Ce qui permet l'avantage du WHO score par rapport au Net Promoter Score, c'est que c'est beaucoup plus simple de choisir. On sait si c'était fantastique, si c'était juste normal, ou si c'est pas bien. Mais après, on fait un même pourcentage, on compte le nombre de WHO score, etc., de waouh, etc. Autre élément qui est un petit peu plus dur à mesurer, parce que c'est pas un sondage, il faut le faire au fil de l'eau, c'est de regarder les communications collaborateurs bénéfiques. Regardez combien de collaborateurs postent par an, par mois sur les réseaux sociaux et essayer de suivre et de faire augmenter ce score. Et très statistique pure et dure, ça va être le taux de départ des CDI, c'est de regarder l'évolution de vos fuites de talent. Donc c'est regarder le nombre de collaborateurs en CDI au début de l'année, par exemple, et combien il y en a encore en CDI en fin d'année. Et vous verrez que vous avez un pourcentage. Et si vous regardez ça sur plusieurs années, vous verrez que votre courbe, soit elle est stable et donc vous n'avez pas fait de choses, mais si vous commencez à travailler la Love Brand, la courbe, elle devrait baisser parce que l'avantage de la Love Brand, vous allez pouvoir mieux recruter, vous allez surtout pouvoir mieux retenir. Et presque l'enjeu en ce moment, c'est pas trop de mieux recruter, c'est surtout de retenir parce que comme on a une pénurie de talent, il faut arriver à retenir nos talents. Ouais, en plus, toi, tu es plutôt dans le sujet. Je pense que Célim est un peu plus expert que moi sur le sujet. Voilà, et je vais te laisser conclure ce slide, Célim. Oui, tout à fait. Alors, un des points aussi importants, c'est effectivement de prendre en compte ce qui se passe sur les plateformes de notation de type Glassdoor, Indeed, Co. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ce sont des espaces publics. Si je prends le parallèle, encore une fois, avec tout ce qui est commerce, aujourd'hui, lorsque vous choisissez un restaurant, la première chose que vous faites, vous allez sur Google, vous tapez le nom du restaurant, et soit vous allez sur TripAdvisor, ou soit vous regardez les avis sur Google Avis. Ce qui fait qu'au final, vous allez consulter différents avis et faire votre choix en fonction de ces différents avis. Et même si vous avez un pool d'avis ultra positif, ce qui va vous interpeller, c'est ce fameux avis négatif. Mais au même titre qu'un collaborateur ou qu'un candidat. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur ces plateformes de notation. Il va regarder en fait ce qu'il se passe dans l'entreprise. Et le point important, c'est que même si vous avez de nombreux avis positifs, il y a potentiellement des avis négatifs. Et si ces avis négatifs ne sont pas contre-argumentés par l'entreprise ou des collaborateurs faisant partie de l'entreprise et ayant eu une expérience, forcément, il va y avoir une problématique qui va se poser pour le candidat. Il va se poser la question si oui ou non il doit réellement aller dans l'entreprise, étant donné ses avis. Donc, d'où l'importance, à mon sens, de pouvoir répondre justement à ces avis, puisque c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, si je puis dire. Et enfin, l'autre point important, à mon sens, c'est l'engagement des collaborateurs sur tout ce qui est outils internes de communication. Donc, ça peut être les chats en interne, les réseaux sociaux d'entreprise, mais ça peut être aussi les événements non obligatoires pour les collaborateurs. Par exemple, les anniversaires, ça peut être les soirées que l'entreprise organise en fin de journée, par exemple. Ça peut être, là on vient de passer la Chandeleur, typiquement, ça peut être effectivement un événement facultatif comme celui-ci. En fait, on va mesurer vraiment aussi la satisfaction du collaborateur dans son implication entre guillemets ou engagement, effectivement, au travers des différents événements de l'entreprise. Donc, si je peux me permettre, vous l'avez vu, hein, il y a de nombreux indicateurs à prendre en compte.
Il y a des indicateurs, effectivement, qui vont vous amener demain à devenir un love employer. L'objectif n'est pas d'y être à tout prix, mais l'objectif est bien évidemment de prendre en compte en fait, ces différents indicateurs pour pouvoir en fait, vous permettre d'avoir une sorte de timeline qui va vous amener justement de plus en plus à cette love employer. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, c'est un travail qui est long, mais qui va permettre demain, effectivement, de consolider vos équipes, deux, d'avoir une vision à l'externe et surtout une perception à l'externe relativement positive, et trois, ça va permettre à votre marque, dans sa globalité, de rayonner. Et quand on sait que les collaborateurs qui sont aussi engagés dans l'entreprise sont alertes justement au rayonnement de la marque à l'externe et au fait que l'entreprise, si elle a un avis positif à l'externe, est relativement intéressant, ils auront une fierté d'appartenance qui n'est pas à négliger. C'était le mot de la conclusion. Donc, voilà, on est arrivé à peu près des sujets. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On va attendre une petite minute s'il y a des questions générales, si vous attendiez un thème. J'aimerais que vous nous disiez là rapidement aussi dans le chat qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était OK, c'était waouh, c'était j'ai appris des trucs. Voilà, c'est un peu le but qu'on a Selim, c'est d'essayer de partager. Hein. Donc j'aime bien aussi récupérer vos impressions à chaud dans le chat, nous dire ce que vous en avez pensé. On accepte fortement aussi, ouais, c'était bof, c'était basique, on prend, hein, on est là pour s'améliorer aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre ambiance, comment vous avez vécu ce webinaire avec nous. En tout cas, merci, parce que ça fait 35 minutes qu'on parle. Voilà, donc j'attends de regarder un petit peu les réactions. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à taper. Top d'avoir du concret, des exemples, merci. On aurait pu parler en exemple, j'ai pensé la dernière fois, j'ai hésité, tu connais l'histoire de Virgin avec les recrutements ou pas, Céline? Écoute, j'ai dû passer à côté, je veux bien que tu nous la refasses. C'était les gros mégastores où tu achetais des CD, des albums, etc. Et en fait, ils avaient reçu énormément de CV. Ils se sont aperçus que, en fait, ils refusaient beaucoup de monde et très froidement. Et ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'ils refusaient quelqu'un, cette personne n'était plus client. Et que ça coûtait plus cher de juste renvoyer à mettre froid et basique et de perdre un client que de prendre du temps de répondre à un candidat et d'accompagner un refus. Voilà. C'était la dernière petite anecdote. C'est vrai que c'est une réalité, ça. Bon, en tout cas, je vois plein de commentaires sympas. C'est super gentil. Basique mais nécessaire de le dire. Je ne suis pas un grand fan d'aimer, mais c'était nécessaire de le dire. On va en profiter. Moi, j'en profite pour vous dire que dans le thème et dans la suite, on va organiser en mars avec WikMS et lorsque vous aurez le replay, et merci, tu as un webinar avec Mathilde Lecoz de Mazar sur le offboarding. Et Mathilde a une vision là-dessus qui est fantastique. On l'a découvert à travers un événement qui avait été organisé par Golden Bees et le Distrup RH. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aurez organisé cette année, le Distrup RH, Céline. Surprise. Surprise, ça sera du super. Voilà, j'ai découvert Mathilde, je l'ai contactée, j'ai dit j'avais envie de parler de la gestion du offboarding. Donc, on va faire un webinaire dédié là-dessus qui participe à la Love Brand. Donc, on vous enverra l'invitation. C'est mi-mars à peu près. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous ces commentaires, pour les questions. Céline, je te remercie aussi d'avoir participé, d'avoir relevé le défi avec moi de parler de la Love Brand. Merci à toi. On va faire un salut profond pour Géraldine, Bérangère, Nolwenn. J'ai certainement oublié quelqu'un qui nous a accompagnés à préparer tout cela. Et on va souhaiter un bon appétit à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. J'appuie sur terminer.